Si vous connaissez la voile de compétition, alors le nom d'Arkea ne vous est pas étranger. Arkea est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea qui promeut l'expertise de l'ensemble des entités du groupe sur nos territoires. Sous son seul nom ou en partenariat, Arkea soutient plusieurs équipes sportives professionnelles dans le cyclisme, la voile ou le rugby, ainsi qu'une salle de spectacle. Le sport et la culture incarnent en effet des qualités et des valeurs auxquelles le groupe est très attaché. L'humilité et la persévérance, l'esprit d'équipe et le respect de chacun, l'audace et l'ambition. Pour Arkea, la voile est l'expression de l'identité maritime du groupe, présent sur l'ensemble de la façade atlantique, en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine. La voile, c'est aussi des événements et des courses, des moments grand public qui constituent de véritables fêtes, révélant l'expertise et le savoir-faire des territoires dans lesquels Arkea est implanté. Les courses larges sont des défis incroyables auxquels des équipes d'hommes et de femmes se préparent durant des années, qu'Arkea est fier d'accompagner avec des solutions innovantes au service de la transition agile des territoires. C'est pourquoi Arkea sera également partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest en décembre 2023. Des Ultimes seront au départ de Brest pour un tour du monde en solitaire et sans escale, un défi extrême encore jamais réalisé. Un challenge à la hauteur des valeurs d'excellence et d'engagement d'Arkea qui vous présente cet épisode de Pause Report. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipnshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 95e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 15 novembre, il est exactement 11h et nous allons encore bien évidemment parler de la route du Rhum destination Guadeloupe qui en est quasiment à 6 jours de course au moment où nous enregistrons cet épisode et n'est plus loin de son épilogue en ce qui concerne les ultimes. Nos 2 invités comptent chacun plusieurs participations à la Transat en solitaire. 3 pour le premier qui était à la barre il y a 4 ans du Maxi Edmond Rothschild. Il fait partie sur cette édition de l'équipe Banque Populaire aux côtés d'Armel Lecléache. Il s'agit bien évidemment de Sébastien Josse qui est chez lui à Cloarsko-Rait. Je me souviens plus, tu vas me dire. Salut, Carnauet. Carnauet. Salut, ça s'appelle Cloar Carnauet. Cloar Carnauet, j'ai du mal à prononcer. Le second a terminé 2e il y a 4 ans en IMOCA sur Ucar Saint-Michel. Il fait partie, lui, de la cellule de routage de l'Ocean 50 Coesio d'Erwan Leroux aux côtés de Jean-Yves Bernot. Vous l'aurez reconnu, triple vainqueur de la solitaire du Figaro. Il s'agit de Yann Eliès, qui est donc dans la cellule routage à Concarneau. Salut Yann. Salut à tous. Messieurs, il y a beaucoup de choses à dire sur cette semaine passée sur la route du Rhum. Avant de rentrer dans le détail, je vais faire un rapide point sur les classements ce mardi matin après presque 6 jours de course. En ultime, donc c'est Charles Caudrelier qui est leader depuis le départ mercredi dernier. Il est en tête avec 70 000 d'avance, avec 70 000 d'avance sur François Gabard à environ 600 000 de l'arrivée à Pointe-à-Pitre. En Ocean 50, c'est Quentin Vlaminck qui mène la flotte quasiment depuis le début lui aussi, mais ça reste serré derrière lui avec Erwan Leroux et Sébastien Rogue à environ 80 000. En IMOCA, Charlie Dalin n'est pas loin pour l'instant de faire une démonstration. Il compte 70 000 d'avance sur un groupe de 5 mené par Jérémy Bayou avec derrière lui Thomas Ruyant, Kevin Escoffier, Paul Meillat et Maxime Sorel. En classe 40, les gros bras attendus sont aux avant-postes avec Johan Richomme leader ce matin devant Xavier Macaire, Corentin Douguet et Ambrogio Beccaria. Et pour être complet sur ces classements dans les autres classes, Jean-Pierre Dick qui a secouru Brieux-Maisonneuve toujours à son bord mène les débats en Rhum mono et c'est Gilles Buchenhout qui est leader en Rhum multi sur Jess. Les conditions ont été assez dures depuis le départ avec pas mal de passages de front et de casse aussi ces derniers jours. On va pas rentrer dans le détail, mais rappelons en IMOCA les dématages de Damien Séguin et Louis Burton
et un incendie à bord du bateau de Fabrice Amedeo qui a été secouru par un cargo et qui a malheureusement pour lui perdu son bateau. Je vous conseille de lire le récit sur le site de la Route du Rhum. Ça fait un peu froid dans le dos, on va en reparler. En Ocean 50, Thibaut Vauchel-Camus a chaviré. Lui aussi a été secouru par l'équipe d'Adrien Hardy qui suivait la flotte. En classe 40, on déplore pas mal de retours au port et ou d'abandon, dont ceux d'Amélie Grassi, Aurélien Ducrot et François Jambou qui ont dématé. Tandis qu'on a appris ce matin qu'en classe Rome Multi, Erwan Thibouméry avait été élitreillé dans la nuit par les secours espagnols. Son trimaran Interaction s'étant échoué sur une plage espagnole. Eh bien, messieurs, ça fait beaucoup, des conditions, comme je le disais, assez difficiles ces derniers jours. Est-ce que c'est des conditions particulièrement dures ou est-ce que ce sont finalement les conditions normales d'une route du Rhum qui veut commencer? On va commencer par Yann. Ouais, on serait tenté de dire que c'est des conditions classiques, mais pas tout à fait quand même, parce que d'habitude il y a quand même une route sud qui permet d'aller chercher les alizés quand même un peu plus facilement que ça, et donc de choisir une route, un itinéraire bis beaucoup plus long, mais qui permet de finalement ne pas être si en retard que ça au bout, quoi. Là, la particularité de la situation, c'est qu'il y a quasiment une zone infranchissable pour tous pour aller dans le sud chercher les alizés, et que si on a envie de jouer la gagne, on est même sans partir au nord, hein, comme Louis Duc, on est obligé d'affronter les fronts 1, 2, 3, 4. Enfin, c'est particulièrement éprouvant pour les hommes et les machines, quoi. Je trouve que cette route du Rhum, elle est difficile, elle est éprouvante, et on se disait ça hier avec les gars qui sont avec moi à Concarneau. Bon, ça va laisser des traces, voilà, sur des bateaux. On pensait comme les Multi 50 là, Marc Guillemot. Heureusement que c'est des marins d'exception derrière, parce que c'est dur, quoi. Puis même pour les classes 40, je trouve que l'enchaînement des fronts est pas facile à encaisser, j'imagine. Seb, j'imagine que tu es d'accord avec ce que vient de dire Yann. Ouais, bah c'est sûr que dans l'imaginaire, la route du Rhum, c'est les alizés, c'est des situations assez simples. On descend le long du Portugal et puis c'est le tapis roulant jusqu'aux Antilles. Là, c'est vrai que ça ressemble plus à une transat anglaise, et ça fait quelques années qu'on n'a pas eu de transatlantique comme ça, face aux éléments, face aux dépressions, où on affronte les systèmes météo de pleine face, au lieu d'être sur un toboggan à faire des glissades. Et ça fait quelques années que c'était pas arrivé, en tout cas. En tout cas, c'est pas classique pour une route du Rhum, ça c'est sûr. Mais ça remet un peu le côté courageux des marins en route, et puis ça teste aussi les bateaux et les flottes. Alors après, comme les flottes sont très disparates, il y en a qui vont très vite, donc qui vont pas vite, des marins qui sont plus ou moins expérimentés, c'est avec tout ça qu'il faut jongler. Ouais, on a l'impression qu'en tout cas, pour ce qui est des têtes de flotte, des Ultim, Ocean 50, IMOCA, ils sont arrivés un petit peu au bout de ces passages de front. Ça va durer encore un peu à l'arrière. Il y a, en tout cas pour les flottes, il y a certaines flottes qui en sont encore à longer ou à finir de longer les côtes portugaises. Selon vous, il va y avoir encore un petit peu de front encore à passer, ou ils sont à peu près tirés d'affaire. Seb, on va continuer avec toi. Ceux qui ont décidé de plonger le long du Portugal, et eux, on va dire qu'ils sont sortis d'affaires. Ils essayent de traverser cette zone où il n'y a pas d'alizé pour les attraper beaucoup plus sud. Et les autres, ceux qui ont affronté les deux fronts, dans les prochaines 24 heures, 36 heures, ils vont commencer à pouvoir débrider un petit peu. Apparemment, il fait déjà plus chaud, l'ambiance est en train de changer. Donc, ils ont mangé leur pain noir. Ouais, ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu à quoi ça ressemble, des passages de front successifs, comment on vit ça? Est-ce que dans quelles conditions on vit ça en mer? Est-ce qu'on fait le dos rond? Comment ça se passe, Yann, toi qui a sans doute vécu ce genre de situation plein de fois, comme Jojo d'ailleurs? Ouais, comme Sébastien, ouais, c'est pas des souvenirs très très agréables. Alors quand il y en a qu'un, éventuellement un petit deuxième. Bon, déjà tu ressors de là, t'es quand même t'es démoli, hein, physiquement, parce que t'as pas réussi à beaucoup manger, t'as pas réussi à beaucoup dormir.
Les manœuvres, elles s'enchaînent quand même pas mal, hein, parce que tu repars souvent. Là, on a vu en plus ce qui était dur, c'est qu'ils ont eu des zones de transition avec pas de vent, donc il faut renvoyer toute la toile, ressortir le code 0, et puis je sais plus quoi, 12 heures après, t'es 3 riz tourmentins face aux éléments et face à 4 mètres de creux. Donc en plus l'enchaînement des manœuvres, si tu veux le faire correctement, il est assez engagé. Tu dors mal parce que tu souffres avec le bateau. Je pense qu'ils ont très peu eu le temps de s'occuper d'eux en termes de nourriture, de toilettes, de change. Enfin voilà, tu mets vraiment tout ce qui est confort de côté, déjà parce que les conditions te permettent pas, mais parce que tu restreins tous tes mouvements et toutes tes actions à bord au strict minimum, c'est-à-dire pour le bateau, et puis toi quelque part un peu de la survie, c'est un peu, le mot est un peu fort, mais enfin ça y ressemble quand même. Et donc quand tu entrevois enfin, là je pensais à Erwan que j'ai eu hier matin, où c'était enfin, ça y est, la libération. Bah, dans ses propos, tu sentais que, et pourtant lui il a vu que 2 fronts, tu sentais que voilà, ça y est, il revivait quoi. Donc non, c'est vraiment dur, vraiment très très dur, et ils vont tous sortir de là cassés quoi, hein. Il y a pas que les machines, hein, on parle beaucoup d'abandon et tout, mais je pense que les bonhommes sont mis à rude épreuve. Seb, comme Yann d'ailleurs, vous avez tous les deux disputé la route du Rhum sur des petits trimarans, entre guillemets, hein, des trimarans de 70 pieds. Toi, c'était à l'époque sur Gitana 15. Si je me trompe pas, Yann, c'était sur l'ancien mode 70 de Jean-Pierre Dick, Paprec. Quand on traverse des fronts sur des bateaux comme ça, j'imagine que on a sans cesse les mains sur les écoutes, prêts à choquer. Comment est-ce que raconte-nous comment ça se passe pour se mettre un peu dans la peau de ce que peuvent vivre peut-être aujourd'hui les multi 50, qui sont des bateaux peut-être un peu plus proches des modes 70 de l'époque. Ah bah en multicoque sur les mobylettes, c'est sûr que comme dit Yann, il y a un certain on met un peu son physique de côté, hein, ça se joue au mental, c'est au plus têtu et au plus tenace, et même en étant très avec une des têtes très dures, finalement on entame notre capital confiance et vigilance, donc sur un multicoque, que ça soit un mode 70 ou un multi 50 ou à l'époque les Orma, c'était des bateaux qui étaient instables. Alors, il y a un avantage, c'est que ça va, par rapport aux IMOCA, ça va quand même à 17, 18, 19 nœuds au près. Donc, on avale les 1000 un petit peu plus vite, mais il y a l'instabilité qui est là. Donc, au bout de 36 heures, on commence vraiment à être très fatigué, à être un peu mal dans ses cirés, on va dire. Mais il faut lutter, faut trouver le bon équilibre, le juste milieu entre performance, risque et et endurance. Et ça, c'est l'alchimie qui est assez compliquée à trouver. Et puis, l'erreur peut être fatale parce qu'on peut une petite sieste, un petit micro-sommeil, la mauvaise vague, la risée ou le bateau quand chaud, enfin, le flotteur qui charge à ce moment-là, et hop, le chavirage est au bout du scénario. Donc, voilà, c'est de la tension, c'est de la vigilance, c'est de l'adrénaline. Et c'est ça qui nous fait rêver à la fin et c'est ça qui nous fait stresser au départ. Clairement, ouais. C'est ce qui est malheureusement arrivé à Thibaut Chelcamu en Ocean 50. Il y a eu une sérieuse avarie aussi en IMOCA pour Fabrice Amedeo, hein, comme je disais hier, qui avait une voie d'eau dans son bateau Nexans Arrêt Fenêtre, qui faisait route vers l'Espagne. Il était plus très loin des côtes espagnoles et qui a déploré hier un incendie, un grave incendie à bord de son bateau, ce qui l'a obligé à quitter son bateau sur son radeau de survie et être recueilli par un cargo. Yann, tu peux nous expliquer comment ça peut arriver, une avarie comme ça, comment un IMOCA peut se mettre à brûler comme ça en mer? Alors déjà le feu à bord d'un bateau, on y pense quand même pas souvent parce que ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Ou alors c'était arrivé dans le port sur la Transat Jacques Vabre Exactement, à il y Clément Giraud au il y a Havre. quelques années, Ouais, à Clément Giraud. ouais. Mais c'est ce qu'il y a de pire, hein, parce que le carbone, c'est un dérivé du pétrole et ça crame en très peu de temps. Et, et il y a doublé la catastrophe sur le bateau
de Fabrice, c'est que c'est un feu de batterie. C'est-à-dire qu'un feu de batterie, je pense que ça s'éteint pas, quoi. Enfin, il faudrait demander aux spécialistes, mais quand le lithium là dans les batteries prend feu, je pense qu'on n'arrive jamais vraiment à l'éteindre. Et donc c'est pour ça quand il a eu un premier incendie où il pense avoir réussi à l'éteindre, et là il part à la barre. Et je pense que du coup, il surveille plus la température des batteries, ou en tout cas, et puis forcément elles repartent en combustion, et puis après tu les arrêtes plus, quoi. Donc je pense que va falloir qu'on ait un bon retour d'expérience sur ce qui lui est arrivé, parce que tout le monde commence à avoir du lithium à bord, des piles à combustible, des machins. Le feu, il va falloir en tirer les enseignements, parce que on l'a vu, c'est très 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 rapide, et c'est quasi impossible à maîtriser. Seb, un mot sur ce qui est arrivé à Fabrice. Ça glace le sang, hein. J'ai lu son récit hier. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Après, c'est vrai quand on se visualise l'intérieur d'un bateau, on voit que les batteries, c'est un peu posé à côté du moteur, que dès qu'il y a un petit peu d'eau, voilà, les galères s'enchaînent. Et c'est vrai que là, c'est allé très très vite. Et puis c'est vrai que le feu à bord d'un bateau, on n'y pense pas souvent, parce qu'on se dit qu'il y a de l'eau autour, on va pouvoir l'éteindre. Mais dans la réalité, c'est que c'est un espace très confiné qui fait que quelques mètres carrés. Et dès qu'il y a un petit peu de fumée là-dedans, on n'est pas équipé pour rentrer dans les bateaux. On n'a pas de masque à gaz. Déjà, il faut situer le foyer. Comme dit Yann, on n'a pas forcément les bons extincteurs à bord. Et peut-être qu'on peut même pas éteindre ce genre de feu. C'est vrai qu'il faudrait se renseigner. Et voilà, ça peut aller très vite, parce que finalement l'habitacle devient inaccessible. Et comme il a dit, hein, il a réussi à prendre sa TPS et à partir, mais je pense qu'il était impuissant face à la situation. Ouais, donc il y aura sans doute de précieux enseignements à tirer de ça, comme on avait tiré les enseignements Ouais, de l'avarie, ou en tout cas du sauvetage de Kevin Escoffier sur le dernier Vendée Globe. Un petit ouais, mot. ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, on a parlé de ces classes, et finalement la seule classe qui sort pour l'instant complètement indemne, hein, parce que les 8 bateaux sont encore en course, même s'il y en a un, notamment Banque Populaire, qui a fait demi-tour et qui est reparti, mais finalement la seule classe qui sort pour l'instant indemne de cette route du Rhum, c'est la classe ultime 32-23. Est-ce que c'est signe aujourd'hui d'une certaine maturité de cette classe? On va continuer avec toi, Seb, tu connais très bien cette classe, hein, à la barre d'un bateau il n'y a pas si longtemps, et tu es aujourd'hui dans l'équipe d'Armel. Comment tu vois ça? Alors à maturité, oui, la classe progresse, ça c'est sûr. On voit que les bateaux naviguent de plus en plus longtemps, de plus en plus vite. Après, on voit qu'il y a encore beaucoup d'impact avec des OFNI. Les appendices restent le nerf de la guerre à faire tenir. Et donc là, malheureusement, Banque Populaire a cassé sa dérive sur cette course-là, alors qu'on n'avait pas eu d'impact dans l'année. Mais les autres équipes ont eu aussi des impacts tout au long de l'année. Et c'est le souci majeur de la classe ultime. Après, évidemment, ils progressent. Là, ça fait 4 ans maintenant qu'ils naviguent. On les voit tenter les tentatives de Jules Verne, et ils naviguent de plus en plus longtemps à des allures de plus en plus rapides. Reste l'inconnu des OFNI, qui font que quand il y a une rencontre avec un objet, malheureusement, les appendices sont dégradés. Mais là, pour la route du Rhum, ils ont super bien traversé le mauvais temps. Et comme disait Thomas Coville, ils sont même allés au-delà des limites qui s'étaient imposées. D'habitude, c'est 4,50 m de houle, 35 nœuds. Et le deuxième front était plus violent que ça. Et c'est passé aussi sans casse majeure. Yann, un petit mot là-dessus. Tu es étonné, du moins tu es agréablement surpris, ou pas surpris du tout finalement par cette capacité des ultimes à passer ces fronts et à sortir relativement indemne de ces fronts? Je me dis que la direction de course a quand même pris une super bonne décision en les faisant pas partir le jour du départ. Et ça, c'est vrai pour les ultimes, mais c'est vrai pour toutes les classes. Deux, je pense que la leçon, c'est aussi qu'il y a des stratégies d'évitement, et que là, les équipes ont bien bossé, ont réussi à trouver, je pense, la bonne limite, quoi, comme
les chiffres donnés par Sébastien, 4 mètres de mer, 35 nœuds fichiers, mais ça a l'air d'être un chiffre qui est vrai aussi pour toutes les autres classes, hein. Même nous, en tout cas en multi, c'est ce qu'on est cherché à éviter. Et, bon, aller en classe 40, ils ont peut-être affronté un peu plus. Et que donc voilà, à partir du moment où la situation météorologique permet d'éviter ces situations où il y a beaucoup de mer, beaucoup de vent de face, bah on arrive à avoir les bateaux au bout. Donc oui, ils ont quand même vraiment progressé parce qu'il n'y a quasiment pas eu d'avarie. En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas le retour. Peut-être que à l'arrivée, ce sera un peu moins lisse et réussi que ce qu'on a aujourd'hui. Mais oui, oui, clairement, les ultimes là, c'est super. Hein, tous les bateaux sont en course. Bon, peut-être le seul point noir, effectivement, bah voilà, c'est l'avarie de Banque Populaire qui casse sans avoir touché quoi que ce soit. Donc ça veut dire que c'est pas encore gagné, quoi. Je sais pas si les bateaux sont encore vraiment prêts à faire le tour du monde, qui est dans un an quand même. Ouais, ouais. Sébastien, tu étais forcément aux premières loges, sans trahir de secret. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui s'est passé sur cette dérive? Est-ce que tu parlais d'OVNI? Apparemment, là, c'était pas, il y a pas eu de communication autour d'un éventuel OVNI. Quels sont un peu les premiers diagnostics qui ont été faits du côté de chez Banque Populaire? Alors, sans faire dans le langue de bois, franchement, aujourd'hui, on ne sait pas parce que le bateau est rentré et déjà, la priorité, c'était de regarder s'il était réparable parce que les impacts qui avaient eu lieu étaient proches de la cloison de pied de mât. Donc, c'est là où le bateau est le plus sollicité. Et je t'avoue que l'équipe de Banque Populaire a travaillé d'arrache-pied pour que le bateau puisse repartir. Et aujourd'hui, oui, il y a le bout de dérive qui est dans le hangar. Je pense qu'elle a été posée là et tout le monde regarde d'abord à ce que le bateau traverse l'Atlantique et finisse cette route du Rhum. Et ils sont surpris. Tout le monde est surpris que cette dérive est cassée. On a quand même fait 10 000 milles avec. On n'avait pas eu de soucis majeurs ou pas d'alerte. Donc voilà le constat, ou en tout cas l'expertise pour l'instant, elle en est là et ça va être certainement dépioté dans les semaines à venir. Mais d'abord, on finit l'histoire de la route du Rhum et toute l'équipe est concentrée à ça. Et tu vois, tout le monde commence à partir déjà vers la Guadeloupe et ce bout de dérive, il est en stand-by. Bon, affaire à suivre. La décision de repartir, c'est Armel qui a voulu repartir absolument pour boucler l'histoire. Ça a été tout de suite, elle a été prise rapidement. Comment ça, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est décidé? Bon, la décision, elle a été prise entre Ronan Lucas et Armel. Donc Ronan d'abord a essayé a fait venir les experts, les architectes, les bureaux d'études pour y faire l'étendue des dégâts, évaluer les réparations, le temps qu'il fallait pour remettre le bateau sur pied. Il y avait quand même une limite de timing due justement à ce deuxième front où Ronan souhaitait pas que le bateau reparte après dimanche parce qu'il y avait 40 nœuds, justement, il y avait cette fameuse limite de vent sans échappatoire, donc on voulait pas renvoyer le bateau en mer dans des conditions non maniables. Et après, c'est toujours bien de repartir pour continuer à naviguer avec le bateau. Faire une transatlantique en solitaire sur un ultime, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde aujourd'hui, ils sont très peu à l'avoir fait. En tout cas, voilà, jusqu'à la fin de cette route du Rhum Lab. Ça a permis de se qualifier le bateau pour le tour du monde. Et après, évidemment, il y a travaillé sur la fiabilité des bateaux pour qu'ils puissent naviguer 40 jours sans trop de pépins. Et ça, c'est pas encore, voilà, on voit que 6 jours, 8 jours, c'est bon. Après une descente de l'Atlantique, c'est bon. Et il y a toujours ces fameux OVNI qui posent problème. Yann, tu voulais rebondir? Ouais, j'avais une question à poser en fait à Sébastien. Est-ce que vous n'avez pas envisagé de partir sur un Jules Verne directement, justement? Je me suis posé la question si. C'est ambitieux, hein. Aujourd'hui, déjà, comme tu dis, il faut que les bateaux, il y a des choses on sait pas comment les bateaux ils vont arriver, mais nous, au sein du Banque Populaire, on a vu que, bon, deux transatlantiques, ça passe, mais enchaîner 2 courses avec l'intensité, un bateau poussé à 100%, forcément, il arrive pas indemne de l'autre côté. Donc, il faut le ramener en Europe, il faut lui refaire un check-up. Et voilà, c'est très ambitieux d'aligner 2 courses à la suite. Donc, je crois que c'est prévu, mais dans plusieurs années.
Moi, Déjà, non, mais la route du, ouais, voilà, la route du Rhum et et le tour du monde, c'est déjà un gros dossier. mais plutôt que de repartir faire la route du Rhum, je dis en fait, Ah quand le ouais, bateau est non, non, revenu. non, non, Ok. non, bon, rien n'était prévu pour faire le Ouais, Jules ouais. Verne. Bon, c'est Gitana, en tout cas le Maxi Edmond Rothschild qui devrait enchaîner effectivement Route du Rhum et Jules Verne. Ben justement, on va parler du Maxi de Edmond Rothschild qui est donc en tête à environ 500 000 de l'arrivée maintenant. Ils sont attendus demain matin, au petit matin à Pointe-à-Pitre. Comment vous jugez un peu son parcours? C'était le favori annoncé. Il est au rendez-vous. Yann, on va continuer avec toi. Bah, jusqu'à maintenant, c'est sûr qu'il a super bien navigué. Donc, bon, on va pas faire un bilan tout de suite parce que la course n'est pas finie. Mais si on veut faire un point là maintenant, oui, effectivement, il a quand même super bien navigué. Il a fait quelques petites erreurs quand même juste avant le premier front, mais bon, voilà, qui ne les aurait pas faites un peu sous pression. Moi, plus que de faire le bilan de Gitana, c'est des 3 premiers, quoi. Je trouve que les 3 bateaux ont quand même super bien navigué. Là, on est vraiment dans l'épaisseur de trait, hein, entre tous. Je trouve que là, c'est dommage que Armel n'a pas pu se joindre parce qu'il aurait encore rajouté de la pression et ça aurait été encore plus joli. Mais voilà, je trouve que voilà, ça fait plaisir de voir ces bateaux se battre, à naviguer à 0,5, 0,6 nœuds près, parfois sur 1 heure, 4 heures. Voilà, franchement, ça a de la gueule et j'espère qu'ils vont se réconcilier et que cette course-là va leur donner envie voilà, d'apporter une autre image que celle qu'ils nous ont apporté cette dernière année et que ça va, voilà, quoi. Qu'ils courent à 4, quoi, tous ensemble, quoi. À 3 déjà, c'est sympa, mais faut que tous les 4 là, ils enterrent la hache de guerre et qu'ils nous fassent rêver, quoi. Ouais, d'autant que finalement, si on regarde les vitesses comparées des bateaux, il y a pas finalement de grosses différences entre SVR, la Zartigue et le Maxi Edmond de Rothschild. On a un peu l'impression que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et Yann, on va continuer avec toi. Oui, 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 tout à fait, ouais. Oui, oui, si on pouvait effectivement faire un petit constat, c'est ça, c'est qu'effectivement, c'est dans l'épaisseur du trait aujourd'hui. Alors, même si je pense que François, il reste encore sans doute une marge de progression peut-être un peu plus importante parce qu'il n'a pas pu naviguer avec les autres et on voit qu'il a souffert, je pense, en début de course pour arriver à se caler en termes de performance par rapport aux autres parce qu'il était tout seul à se préparer. Mais oui, oui, je pense que franchement, ça vaudrait le coup qu'ils enterrent l'âge de guerre, comme je disais. Bon, de toute façon, après, on parle de Maxi Edmond de Rothschild, mais qui est loin d'avoir partie gagnée. Seb, je vais te donner la parole. Il y a quand même encore ce fameux tour de la Guadeloupe qui avait complètement redistribué les cartes il y a 4 ans. Est-ce que selon toi, tout peut encore se jouer? 70 000 d'avance, c'est à peu près l'avance que devait avoir François en arrivant sur la Guadeloupe il y a 4 ans avec un bateau qui était quand même assez handicapé. Est-ce que tout peut encore se jouer selon toi, Sam? Il faut parler au présent parce que la course, c'est vrai que Charles il fait une course superbe, il est à l'aise en vitesse, mais comme disait Yann, les autres, François et Thomas, c'est impressionnant parce que s'ils font une erreur de manœuvre ou quoi que ce soit, les 70 000, ils partent en fumée en moins d'une heure, donc un petit peu plus. Donc tout est possible. Maintenant, c'est vrai que Charles maîtrise le sujet depuis le début. Il est là où on l'attend. Il a une certaine facilité, une certaine aisance. Il maîtrise parfaitement le bateau. Il s'est entraîné pour. Maintenant, le Tour de Guadeloupe, ça reste encore un exercice particulier. Et on voit qu'il y a des choses qui peuvent s'y passer. Voilà. Ouais. Et Charles ne l'a jamais fait, contrairement à ses deux poursuivants. Est-ce que cette expérience, ça peut être, en tout cas cette inexpérience pour lui, ça peut être un handicap selon toi? Ça peut être peut-être certainement un petit peu plus de stress pour lui parce qu'il y a plus d'inconnus. Maintenant, j'imagine qu'il y a un staff
qui s'est mis en place justement pour le guider ou même le téléguider pour avoir les bonnes informations, pour pouvoir anticiper les manœuvres, choisir quelle configuration de foil à laisser en place, quelle configuration de voile. Voilà, il y a peut-être qu'il voilà, il va pas l'aborder de la même manière que François et Thomas, mais ça reste un régatier qui connaît, qui a fait du Figaro et qui sait faire le tour des cailloux et ce que ça représente en termes de météorologique, de changement météorologique. Un petit mot sur le Plus bateau, les SVR. informations extérieures. Ouais, c'est vrai. Oui, je pense qu'il va y avoir. Moi, je voudrais J'entendais. rebondir un petit peu. Vas-y, Je peux rebondir sur ce que disait Seb. bien sûr, vas-y, Yann. Bah ouais, le Tour de la Guadeloupe, c'est déjà je pense que si tu l'as pas fait, enfin moi je l'ai vécu pas la première fois, j'ai rien compris à ce qui se passait. Hein, franchement, moi j'avais des problèmes de communication avec le routeur, mais je pense que ça constitue quand même un petit handicap de pas l'avoir fait. Et puis, quand on parle Tour de la Guadeloupe, il faut parler aussi de la récup et de la façon et la manière dont tu l'abordes, quoi. Si tu l'abordes déjà dans le rouge, cramé, et on l'a vu avec Alex Thompson. Avec Alex Thompson. Ouais, il faut. C'est une épreuve. Ouais, faut arriver plein d'énergie parce que c'est un parcours côtier sur un gros bateau avec des gros changements de voile. Il y a des changements de direction. Et c'est vrai que enfin, Yann, je te laisse finir, mais c'est vrai que c'est pas anodin. Non, c'est clair, c'est une épreuve en soi, quoi. Moi, je trouve ça presque cruel. Bon, après, ça fait partie du jeu, donc il faut faire avec. Mais c'est une épreuve en soi et qui est presque plus difficile que la sortie de la Manche, quoi. Tu vois, la sortie de la Manche, bon, on comptait les virements de bord, on essayait de faire en sorte de minimiser les manœuvres. On savait que allait être une grosse dépense physique d'arriver à sortir de la Manche avant de se caler dans le golfe de Gascogne. Là, c'est du même acabit, quoi. C'est-à-dire que ça va être le bouquet final où il faut malheureusement quand même conserver un minimum de lucidité. Donc bon, j'espère en tout cas que Charles en a gardé un petit peu sous le pied pour ce dernier exercice. Ouais, d'où l'importance là dans le long bord. Vas-y, Jojo. Je rebondis aussi. C'est vrai que d'arriver sur la Guadeloupe, c'est une chose, c'est qu'on passe du Genaker, faut rouler tout ça, on arrive dans du tout petit temps dans le dévent, donc c'est nerveusement sollicitant et c'est très irrégulier. On peut avoir de 0 à 20 nœuds, donc il faut quand même tenir de la toile parce qu'il faut traverser cette zone de molle. Et moi, je trouve qu'il m'avait vraiment le plus sollicité, c'était le passage des Saintes. Parce que on passe de 0 nœud de vent à 20, 25 nœuds, peut-être des fois 30 quand il y a un grain. Sur ces bateaux-là qui vont très vite, on a à peu près 20-30 minutes pour préparer le virement de bord parce qu'on n'arrive pas toujours à parer les îles des Saintes sur un seul bord. Donc on peut avoir 3 virements de bord à faire dans le chenal des Saintes et après direction la Guadeloupe. Et c'est pas une mince affaire en multicoque et encore moins en ultime de faire ce genre de manœuvre. Donc c'est vrai que c'est, comme dit Yann, c'est peut-être l'épreuve de la route du Rhum, c'est que c'est quand même de boucler ce parcours côtier sans. Il y a les risques, hein, parce qu'il y a quand même la côte à côté. On rate un virement de bord au vent des Saintes, il y a pas 10 000 échappatoires, quoi. Donc voilà, c'est un exercice qui est stressant où peut tout se jouer, mais il y a aussi des risques. Il y a vraiment des risques matériels sur ce passage-là. SVR Lazartigue est réputé aussi un petit peu un peu plus performant dans les petits airs. Il décolle peut-être un petit peu plus tôt que le Maxi Edmond Rothschild. Est-ce que ça peut être un atout là justement pour derrière la Guadeloupe, Seb? En fait, ça là-dessus, il est réputé, mais on ne sait pas parce qu'on les a pas vus à côté. Donc, et puis bon, voilà. Est-ce qu'il va aller? Bon, ça, je pense que le Tour de la Guadeloupe, c'est une autre dimension. C'est pas un bateau rapide ou pas rapide. On avait vu, c'est pas tomber dans la zone sans vent parce que là, le différentiel, c'est pas juste un bateau qui décolle à 12 nœuds de vent et l'autre à 13 ou 14. Enfin, là, il y en a un qui peut aller à 30 nœuds et l'autre qui peut aller à 0. Donc, Yann, toi qui est le nez dans les fichiers avec Jean-Yves Bernot qui s'occupe notamment du routage de François, est-ce que tu peux nous donner une estimation d'heure d'arrivée pour François sur la ligne à Pointe-à-Pitre demain matin? Moi, j'ai pas les routages sur mon ordi, mais je crois avoir entendu parler de 2 heures locales, je crois, un truc comme ça.
2h du matin. Tu confirmes toi, Sam, ou? Pareil, j'ai pas fait le routage, mais c'était ce que j'avais entendu. C'était dans la Ouais, nuit, approche ouais. de la tête à l'anglais dans la nuit. Et puis après, Bah, en tout cas, ça s'annonce un tour de Guadeloupe de nuit, un moment où c'est là où il y a les plus grands des vents. Euh, alors peut-être un petit avantage à Charles, qui arriverait lui un peu moins dans une période un tout petit peu moins compliquée pour traverser les dévents. Mais en tout cas, oui, il va y avoir de la molle et il va y avoir du suspense, c'est sûr. On va peut-être Ça va être revivre compliqué le pour eux. scénario de 2018. On va passer aux autres classes, et notamment à celle qui t'occupe toi en ce moment, Yann, les Ocean 50, avec pour l'instant pas un cavalier seul, mais en tout cas c'est Quentin Vlamin qui quasiment depuis le début de la course est aux avant-postes. Yann, est-ce que c'est sa première transat en solitaire sur son bateau et même en Ocean 50 tout court. Est-ce que tu es surpris par le rythme et par la performance de Quentin? Ouais, j'avoue. Autant sur la prestation qu'il a fait en équipage cette année, bon, j'avais pas été impressionné parce que je trouve que le bateau est super et puis que et voilà, il était bien entouré, il avait une bonne équipe. Autant tout seul, j'émettais des réserves et voilà, il est tip top, hein, ce gamin, hein, Quentin Vlaminck, là, franchement, depuis qu'il a pris la main sur le bateau, euh, il fait un super boulot. Il a trouvé exactement le bon dosage dans les conditions difficiles. Pas trop vite pour pas se mettre sur le toit, pas trop lentement euh, pour euh, pour atteindre une performance correcte. Donc non, moi je trouve que Quentin là, pour l'instant il mérite largement sa position en tête. C'est le seul qui a géré les choses de manière idéale. Je pense que le fait que Lalou lui ait lâché la grappe là, ça y est, il a pris les rênes du projet. Je pense que Lalou lui a donné sans doute beaucoup de choses, mais que là il avait besoin de couper le cordon cette année, et on l'a vu. Et donc chapeau à lui en tout cas pour cette première moitié de course. Seb, est-ce que tu connais Quentin? Comment tu vois un peu sa trajectoire là depuis le départ? bah, un petit peu, je l'ai aperçu l'année dernière quand j'avais fait une petite pige avec les tonnes. Et c'est vrai qu'on le sentait vraiment surprotégé peut-être par Lalou. En tout cas, enfin, Lalou lui faisait le transfert du projet. Et donc, il était assez discret, assez timide. J'étais allé visiter le bateau. C'est vrai qu'il a un super bateau. Et là, il s'exprime. Enfin, c'est propre. Il y a rien à dire. Il a pris les commandes de la course, alors qu'il y a du contact, il y a de la pression, il y a du niveau. Et comme dit Yann, il a géré très très bien dans le mauvais temps, sans mettre le curseur trop haut, et il a accéléré au moment où il fallait. Donc voilà, on voit que RAS, c'est beau de voir des jeunes comme ça arriver et de maîtriser, enfin en tout cas progresser aussi vite, parce que ça fait que 2-3 ans que vraiment qu'il est à la barre d'un bateau comme ça, et je pense que c'est pas évident, ça doit être impressionnant, ça va vite, il y a de la stabilité, voilà, il y avait l'expérience de Lalou qui était là aussi, mais là, ben, c'est comme il dit, il a pris le projet en main, et bravo. Yann, bon, Erwan va quand même essayer d'aller le chercher. Il reste encore du chemin. Il y a que une 70 000 d'écart entre Quentin et Erwan et Seb Rock qui sont juste derrière lui. Quels conseils tu donnes aujourd'hui à Erwan avec la cellule de routage pour essayer de grappiller des milles sur Quentin? Et Erwan, je pense que dans sa tête, il est là où il voulait, c'est-à-dire qu'il est pas trop mal placé, avec un bateau en état et un skipper en forme. Ça a toujours été son objectif, hein, d'arriver à passer le début de course difficile pour arriver après dans les alizés et puis attaquer. Et en plus, il a un bateau qui est plutôt performant au portant dans les petits airs, donc ça tombe bien. Moi, je regrette juste de pas l'avoir poussé plus que ça dans les conditions un peu engagées.
difficile de trouver le curseur quand t'es les fesses dans ton canapé et que tu te dis putain, il avance pas, qu'est-ce qu'il fout, les autres vont plus vite. Et on a vu d'ailleurs que le curseur était pas évident à trouver parce que Thibaut est allé à la faute. Mais c'est un petit regret pour l'instant que j'ai de pas l'avoir secoué un petit peu plus que ça. Mais bon, c'est à la marge. Et donc le conseil, là c'est board, attaque et, et essaye de revenir le plus vite possible devant. Moi je noterais dans les belles performances aussi, il y en a un qui m'inquiète en ce moment, c'est Eric Perron là qui a touché les Ouais, alizés dans le sud. ouais, j'allais en parler. Ouais. C'est un investissement lourd. Mais bon, voilà, je commence à me dire que il faudrait pas qu'il enquille des moyennes de 20 nœuds comme ça trop longtemps. Ouais, sur les routages que tu fais toi-même, j'imagine que tu routes aussi Éric Perron est-ce qu'il y a moyen de revenir au contact de la tête de flotte? Ouais, je pense, ouais. Ouais, Ouais. Je pense j'ai l'impression qu'il a traversé la dorsale plus vite que ce que je pensais. Après, normalement, les alizés doivent rebasculer un peu plus est, donc il devrait avoir un retour difficile, mais on sait très bien que dans l'Alizé, il suffit d'une différence par rapport au fichier de 10 degrés, un peu plus gauche, et puis son retour change tout. Donc, ouais, je le vois bien revenir dans le match. Ouais. Au niveau des conditions là jusqu'à la Guadeloupe, ça va être relativement stable. J'imagine que là ça va devenir vraiment une course de vitesse avec quelques empannages éventuellement à caler. Ouais, ça paraît toujours très simple comme ça sur les Oui, bien routages, sûr. et puis finalement là, on voit qu'il y a des grains, on voit il y a tout un tas de petites choses imprévues qui sont pas faciles pour nous à appréhender en tant que routeur, parce qu'il faut vraiment être le nez sur les images satellites. Il y a des grains qui se développent en 1 heure là. Si tu quittes la carte satellite des yeux, tu vois pas les grains, et puis ton skipper t'appelle, ouais, il y a un grain. Il dit, j'ai regardé il y a 1 heure, il n'y était pas. Si, là, il fait le truc, il fait 30 000. Donc, non, c'est loin d'être fini. Je pense que ça va pas être aussi simple que ce qu'on voit sur les routages. Bon, avec en plus ce fameux tour de la Guadeloupe à faire aussi pour les Ocean 50 et pour toute la Ouais, flotte. ouais, s'il Euh, reste serré comme ça, ça va être tendu. Ouais. On va passer aux IMOCA. Je vais donner la parole Seb. Bon, on a un leader qui était forcément attendu, Charlie Dalin. Yann, Incontestable. tu vas nous en reparler parce que tu le connais bien aussi. Pour l'instant, on a l'impression qu'il récite sa partition. Seb. Ah bah oui, c'est vrai que déjà sur le Vendée Globe, on voyait que Charlie le vainqueur du Vendée Globe hein, quand même. Donc et puis là il déroule, il connaît son bateau parfaitement, ça a l'air d'être un métronome. Moi j'ai pas navigué avec lui, mais de l'extérieur, ça dégage la maîtrise. Voilà, il va vite, au bon endroit, on le sent serein. Voilà, on peut dire que c'est le patron quoi. Clairement, c'est lui qui mène la danse depuis sans sans surprise. Yann, toi, tu connais bien Charlie. Vous avez gagné la Transat Jacques Vabre ensemble. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est un garçon qui est méthodique, rigoureux, qui évolue dans une écurie aux compétences énormes, et du coup, je pense que dans sa préparation, il arrive très clairement à aller chercher des petits gains à droite à gauche. C'est-à-dire qu'il utilise vraiment bien voilà toutes les ressources, qu'elles soient financières ou humaines, dont il a à sa disposition chez Merconcept. Il les utilise à perfection, quoi. Donc forcément, ça donne quelque chose qui paraît être vraiment un cran au-dessus. J'espère que cette espèce de début de polémique sur les histoires de foil, les anciennes générations vont pas entacher sa prestation, parce que je suis persuadé que ça a rien à voir dans l'histoire. Et donc voilà. Après, il était vraiment dans un domaine de performance qui est le prêt et le reaching, qui était vraiment propice à sa machine. Là, ça va être différent. Hein. J'ai l'impression que j'ai pas fait tourner de routage, mais qu'ils vont évoluer dans des gammes de vent où là, il y aura plus de comment d'avantages.
J'espère qu'ils ont pris des spies, parce que l'Alizé a pas l'air fort. Il y a ça aussi qui peut, dans le choix de voile, peut jouer. Donc ouais, c'est loin d'être fini. Aujourd'hui, la carte est belle, mais ça peut très bien se renverser et être un finish serré. Ça m'étonnerait pas. Bon, juste pour rappeler, quand tu Oui, parlais de polémique, surtout. Vas-y, Seb. Non, vas-y, non, c'est surtout que derrière, il y a quand même Jérémy avec son nouveau bateau. On connaît pas encore le potentiel, mais il a certainement des facultés à accélérer dans ces conditions-là. Ça dépend des choix de voile, mais on voit aussi qu'il y a les bateaux de dernière génération qui sont derrière et qui ont normalement un petit step en termes de performance aux allures portatives. Je te laisse Juste pour rebondir rappeler, sur la polémique, ouais, qui n'en est pas une. qui n'en est pas vraiment une, mais en fait, Charlie bénéficie de la règle d'antériorité qui permet de garder ses foils un peu plus grands que ceux des bateaux qui sont à la nouvelle jauge, notamment ceux qui sont les derniers bateaux construits. Justement, à propos de cette flotte qui est quand même derrière, qui est à 70 000 environ derrière Charlie, est-ce qu'il y a des marins qui vous surprennent? Il y a Paul Meillat qui a mis à l'eau son bateau très très tard, hein, fin septembre si je me souviens bien, et qui est au contact. Est-ce qu'il y a des bonnes surprises pour vous, Seb? On va continuer avec toi. Oui, alors moi j'ai une très bonne surprise, c'est Justine Métro. On n'en entend pas trop parler, mais Ah oui, elle fait une j'allais en course, parler, ouais, elle fait pas de bruit, mais elle navigue toujours super propre. Là, elle a une belle position, elle a fait une belle trajectoire. Paul, c'est vrai il est aussi là. Alors moi je l'attendais pas vraiment là avec sa mise à l'eau tardive de bateau, mais il fait une course remarquable. Bon, et après voilà, moi c'est les deux je trouve qui dans les poursuivants voilà, attire l'œil, en tout cas. Yann, de ton côté. Ouais, Et bon, entièrement d'accord. Ouais. Entièrement d'accord. après, Oui, c'est vrai, il y a Kevin est là aussi, et on l'attendait, mais je trouve que les deux autres, vraiment, enfin, Justine, enfin, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, et elle tient vraiment la cadence, quoi. Yann, ouais. ouais, je suis entièrement d'accord avec Seb. Ouais. C'est exactement mes deux coups de cœur, on va dire. Donc, ouais, Justine, je l'avais même mis sur le podium. Je me disais que si on était parti sur le premier départ avec des conditions engagées, c'est vraiment une battante, quoi, une guerrière. Bon, en tout cas, je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris parce que j'ai l'impression que l'exercice il est fait pour lui, quoi. En tout cas, s'il y a bien une femme qui peut rivaliser avec les hommes, là, je pense que c'est elle et elle va se révéler dans l'exercice qu'est le Tour du Monde et qu'est l'IMOCA, quoi. Je mets Ouais. beaucoup d'espoir en elle et je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris parce qu'elle va vraiment jouer avec eux, quoi. C'est sûr. Avec en plus une trajectoire assez osée, hein. Elle a été chercher une trajectoire nord là dans les Açores. C'est un joli coup selon vous. Yann, on continue avec toi. Ouais. Moi, ça Ah me fait ouais, marrer parce non, mais, on s'est en moitié engueulé avec Jean-Yves Bernot hier soir ou je sais plus. Il dit ah putain, moi je trouvais qu'elle avait fait une connerie de remettre une couche dans le front. Il me dit ouais tu vas voir, c'est un investissement. Là la photo c'est clair, elle est super moche mais tu verras demain matin. Donc il m'a bien branché ce matin, il m'a bien chambré en me disant t'as vu Justine ouais, moi j'y croyais pas du tout. Hein. Et toi, Seb, un mot sur cette trajectoire. ah non, c'est les trajectoires qui montrent la détermination du marin, hein. Franchement, enfin, elle a pas peur d'aller dans le dur, d'aller remettre une couche, de se positionner. Voilà, enfin, comme dit Yann, je pense qu'elle va faire que mûrir sur les prochaines années. À chaque épreuve, on la voit au contact des meilleurs. En tout cas, elle s'en rapproche. Elle est pas, elle est juste derrière. Donc, c'est mon coup de cœur avec. C'est vrai que Paul, j'attendais pas là non plus, mais par rapport à sa fiabilité de bateau, et c'est les deux, je trouve, c'est super. Bon, est-ce que pour vous la messe est dite pour Charlie ou Seb, qu'est-ce qui peut arriver à Charlie? Est-ce que justement son bateau est assez typé, en tout cas était a priori un peu plus performant que les autres dans les conditions de reaching et près? Là, on va effectivement avoir du portant un petit peu mou, comme le disait Yann. Est-ce que ça peut permettre aux autres de recoller, selon toi?
tout est possible. Voilà, un spi qui se déchire. Bon, Charlie, il a la maîtrise. Voilà, enfin, tout est possible. Maintenant, il a un certain avantage. On ne sait pas les choix de voile qu'il a fait. On ne sait pas le potentiel des bateaux de derrière comme Biotherm, Holcim et Charal, qui sont des bateaux qui devraient avoir des petits avantages à ces allures-là. Donc, laissons la course se dérouler et puis regardons comment ça se passe. Bon, effectivement, il y a encore quelques jours de course. On va continuer avec la classe 40. Je disais en préambule que les patrons attendus sont là. En l'occurrence, les anciens figaristes. Je sais que Yann, toi, tu as travaillé justement au pôle de Port-la-Forêt avec notamment Corentin Douguet et Johan Richomme qui est aujourd'hui aux avant-postes. J'imagine que tu es pas forcément surpris de les voir là, mais il faut quand même rappeler que Johan a fait une pénalité de 4 heures qu'il a faite avant même de passer le Cap Fréhel parce qu'il avait coupé la ligne trop tôt et il est revenu aux avant-postes avec une maîtrise presque insolente. Quel est un peu ton regard sur la performance actuelle de Johan? Oui, il est en train de réaliser un fameux et un formidable comeback, un petit peu à la Michel Desjoyaux comme sur le Vendée Globe 2001. Hein. Donc ça, c'est un fait de course qui est top. Après, quand on a vu le départ des classes 40 sur les images, on s'est dit mais ils savent qu'ils vont prendre 4 heures là s'ils jouent s'ils jouent à la roulette. On se demande qu'est-ce qui a pu leur passer par la tête là. On s'est même demandé s'il n'y avait pas des problèmes de timing ou de position de ligne. Enfin bon, ça sera Ils étaient encore chauds. l'objet d'une d'autres. Ouais, ils étaient chauds, quoi. Ils étaient chauds. Donc Ils étaient chauds. bon. Bref, ouais, oui, les bons sont là. Johan, moi, quand je l'ai vu, c'est vrai que j'ai pas apporté grand-chose. Je suis entraîneur, j'ai apporté un peu mon regard extérieur, mais c'est qu'une capacité effectivement à tirer fort sur la machine, quoi. On sent tout de suite qu'il navigue comme en Figaro sur un classe 40. Il n'y a pas, il y a pas de route d'observation, il n'y a pas de navigation en finesse. C'est bateau qui passe en puissance, donc il est tout le temps surtoilé. Il a aussi tous les petits artifices techniques sur le bateau. Ça fait déjà quasiment 10 ans qu'il navigue assez souvent sur ce type de bateau, donc il est vraiment tout en maîtrise. Après, moi, il y a d'autres marins Ambrogio, là, je trouve super ce qu'il fait aussi. On rappelle qu'Ambrosio, un peu comme Paul Meillat, son bateau a été mis à l'eau, je crois, à peine un mois avant le départ de la route du Rhum. Et d'après ce qu'on m'en a dit, moi, il est particulièrement performant au portant. Donc, on n'a peut-être pas fini de le voir. Un petit mot quand C'est même ça. sur la lutte à trois. Corentin, Xavier, tu les attendais aussi aux avant-postes. Ouais, bah c'est des figaristes, hein. Je te dis. Ouais, c'est le Moi, Figaro sur Atlantique, hein. c'est le Figaro sur l'Atlantique. Alors moi, ça me fait mal parce que quand je vois que la classe Figaro se meurt et que les jeunes n'ont pas envie d'y aller, regardez les gars, quoi. C'est qui est en tête là sur les 3 épreuves, les 3 classes? Bah, c'est des figaristes. Mais, Donc justement, allez vous faire Estimant. mal un petit peu, quoi. Bon, Ouais, ouais. moi ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, on aura largement le temps de faire une autre Oui. émission sur la. Non, juste un dernier petit mot sur la classe 40. C'est Inter-Invest, quoi. Mathieu Perrault, là, Ouais, c'est bien super sûr. dur pour lui, là, ce qui est arrivé. Il naviguait justement, il était au niveau de ses figaristes. Bon, voilà, écoute, dernier petit coup de cœur qui me fait mal au cœur, justement, là. Qui avait déjà d'ailleurs montré des très belles choses sur la Normandie Channel Race au mois de mai. Je crois qu'il avait pris la deuxième place, si je me souviens bien. Seb, quel regard toi tu portes un peu sur cette flotte des classes 40? Est-ce que ouais, j'imagine que comme Yann, tu n'étais pas très surpris de voir les figaristes aux avant-postes? Oui, alors moi c'est une flotte que je connais moins, Ouais. mais bon, je connais voilà, les têtes d'affiche, hein, Xavier Macaire, mais comme Yann, j'ai l'impression de voir le Figaro, enfin, j'ai l'impression de voir le Figaro sur l'océan. Après, je connais moins bien la flotte et je connais moins bien voilà, les champions en devenir et tout ça. Voilà, je connais Antoine Carpentier, Simon Trosclair et tout ça qui sont toujours dans le top 10. Et on voit qu'il y a du niveau, on voit qu'il y a de la bataille, mais bon.
puis ça avec un petit peu moins d'attention, mais je trouve ça passionnant. Bon, et là, pour le coup, Yann, la bataille, elle va durer jusqu'au bout, parce que les écarts sont quand même encore très très faibles parmi au moins les 3 bateaux, voire les 6, 7, 8 premiers bateaux. Ouais, c'est clair. Là, ils s'en sont qu'aux Açores. Hein. Quand tu dézoomes la carto, là, tu fais, oula, c'est loin d'être fini. Hein. Puis ça a sans doute laissé des traces aussi. Hein. Là, tous les bateaux sont pas à 100% de leur potentiel. Les marins aussi ont été touchés, donc c'est quand même loin d'être fini cette histoire. Bon, pour finir ce tour d'horizon, est-ce que vous regardez d'un œil lointain ou un peu plus près les catégories Rome, mono et multi? Il y a une belle bataille en Rome multi, notamment entre les ORC 50. Là, il y a 4-5 bateaux qui se tirent la bourre. Est-ce que ça Yann, est-ce que tu regardes un peu cette flotte? J'imagine que eux, ils ont été pas mal secoués, j'imagine, dans les fronts aussi, parce que c'est des bateaux qui sont pas très grands quand même. Bah ouais, moi celui qui m'impressionne c'est Jess, Gilles Quenaut, ouais. là. Je sais pas si vous êtes allé voir sur internet la gueule de son bateau là, c'est un Norma, un petit Norma un peu plus haut sur l'eau quoi, donc il m'impressionne quoi, il est allé chercher les fronts à chaque fois, même pas peur, allez, 35, 40 nœuds. Lui là, il m'impressionne quoi. Seb, toi aussi? Ah bah oui, c'est la surprise, c'est pas le genre de profil qu'on attend aux avant-postes avec cette avance-là et puis cet engagement-là. Hein. C'est sûr que, je veux dire, derrière, il y a quand même Roland Jourdain, Loïc Escoffier, Guillemot, Mabir, Gwen Chap, enfin, il y a, il y a quelques, c'est impressionnant. Quoi. Voilà, ça fait sourire de voir Gilles, moi je connais pas, mais qui a 100 000 d'avance sur quand même des marins d'exception, quoi. Avec un bateau quand même peut-être un peu différent. Pour finir sur vous deux, Seb, quelle est un peu la suite du programme pour toi? Tu vas aller, j'imagine, accueillir Armel à Pointe-à-Pitre et est-ce que tu sais un peu de quoi ta saison 2023 sera faite? Est-ce que tu vas continuer avec le Team Banque Populaire? Alors, départ pour Pointe-à-Pitre après-demain, retour du bateau et on continue sur Team Banque Populaire l'année prochaine pour préparer ce fameux tour du monde ultime. Voilà, avec certainement d'autres navigations à droite à gauche, mais voilà, essentiellement avec le Team Banque Populaire. Et de ton côté, Yann, toi, c'est toujours entraînement du côté de Port-Laf? Bah moi, il y a un truc dont je suis super fier, c'est que j'ai eu mon premier diplôme. Alors je l'ai pas encore officiellement, mais mes parents vont être contents quoi. J'ai pas eu le bac, mais j'ai eu mon diplôme d'entraîneur à 48 ans. Donc ça déjà c'est top. Après bah moi aussi je pars en Guadeloupe la semaine prochaine pour ramener ma Lydia à Alicante parce que je vais faire une étape de la Ocean Race avec eux. Et puis je vais continuer à travailler avec le pôle l'année prochaine, peut-être un peu de direction de course aussi, sans doute avec la Lorient, les Bermudes Lorient. Donc j'espère que tous les ultimes seront là. Enfin voilà, il y a plein de choses et plein de nouvelles choses et pas que de la navigation, donc c'est super sympa et enrichissant. Eh bien, parfait. Eh bien, messieurs, merci beaucoup de nous avoir fourni ces précieuses explications. Cette route du Rhum destination Guadeloupe, donc s'apprête à arriver demain matin tôt pour les ultimes. On va suivre avec passion cette arrivée. Des Ocean 50, des IMOCA, des classes 40 et des catégories Rhum. Bonne journée à tous les deux. Toujours le nez sur la carto. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je pense qu'on parlera encore de Rhum parce que les classes 40 ne seront pas arrivées. Et je crois que d'après les derniers routages, les IMOCA seront tout juste arrivés. Merci à tous les deux. Très bonne journée et à très bientôt. Ciao. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager.
Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tippenshaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. À bientôt!